Ici à Grala, comme dans toutes les paroisses du royaume de France, c'est en 1789 que tout a commencé. Au pays de Grala, c'est à Saint-André-Goulbois et à Saint-Fulgent que l'émeute commence. Des groupes de paysans armés se forment, mais très vite, les hommes ressentent le besoin de trouver des chefs de guerre expérimentés. On se tourne alors vers les nobles, Longchamp, Delbé, La Roche-Jacquelin. Dans l'ouest du département de la Vendée, les paysans vont chercher Charette, le 14 mars. Les populations, terrorisées, abandonnent leurs maisons et cherchent refuge dans les bois et les taillis. Au pays de Grala, on se souvient alors du village des charbonniers, au cœur de la forêt. À la hâte, meubles et provisions sont chargés sur une charrette qui prend alors la direction des Prairières. Comme beaucoup, Julien et Marie Brodelière n'ont pas eu le choix. En hâte, ils ont tout abandonné. Les Vendéens s'organisent. Dans chaque village, un capitaine de paroisse regroupe les volontaires et transmet les ordres des généraux. La grande armée catholique et royale prend Bressuire, Thouars, Saumur et Angers, mais échoue devant Nantes ou périt Catherine. La Convention envoie toujours plus d'hommes, en particulier les Mayençais, soldats d'élite commandés par Kléber. Et en septembre, la grande armée catholique et royale, plus de 80 000 Vendéens, soldats, mais aussi femmes et enfants, franchissent le fleuve sur des embarcations de fortune à Saint-Florent-le-Vieil. Commence alors un long périple outre-Loire sous la conduite de La forêt de Grala demeure ainsi l'un des derniers symboles de la résistance à la Révolution. Il faut le détruire, et détruire avec lui toutes les peurs et superstitions qui encombrent l'esprit de nos hommes et brisent leur vaillance. C'est le sens de l'ordre que j'ai reçu du général en chef Vimeux le 9 juillet 1794. Ce dernier me transmet les instructions des administrateurs du district de Chaland qui ont reçu des informations précises sur la localisation et les activités du refuge de Charette en forêt de Grala. Ils nous arrivent! Ils reviennent! Joseph, notre guetteur, perché là-haut, dans son arbre, a repéré des compagnons qui reviennent de se battre. Je reconnais son signal. 2 coulons, 1 court, c'est sans danger. Allons les rejoindre. Oh, mais tu es là, Pierre. Oui, Mathieu. Je suis rentré à Chauchet après avoir suivi la Roche-Jacquelin jusqu'à Granville. Et j'ai été blessé. Et j'ai croisé François, qui m'a dit de venir ici, dans la forêt, plutôt qu'au village. Mais vous, où étiez-vous? Nous étions à Saint-André-Trésoir, sous les ordres de Charette. Mais, aide-moi. Venez, tous, suivez-nous. Vous pourrez jouer ce rôle-là, quoi. Bah oui. Bah non. Mais toi, où étais-tu? Ah, moi, tu sais, dès le début, j'étais de toutes les batailles. Déjà à Saint-Vincent-Serrat. Le 19 mars 1793, aux côtés de Catino, quand nos 500 paysans ont fait fuir ces 2000 soldats républicains. Nous autres, on se bat avec nos outils de labeur. Des pics, des fourre-tournées, quelques pétoires de chasse. Mais on se bat avec notre cœur et nos tripes. Les Bleus ne savent pas où ils ont mis les pieds. Le bocage, les marais, nos chemins creux, notre connaissance du terrain nous permettent de les prendre par surprise, en embuscade. Après Saint-Vincent-Serrange, rien ne nous arrêtait. Bressuire, Thouars, Fontenay, Angers même. Notre armée de paysans comptait près de 25 000 âmes. Mais ça a été la déroute à Nantes. Nos hommes étaient fatigués et avaient faim. Eux, ils voulaient retrouver leur famille, leur champ. Seul Catlino pouvait encore les tenir en haleine et entretenir la flamme au combat. Mais il fut blessé, mortellement. Alors, c'était la débandade et la défaite. Et moi, je suis rentré aussi au pays. Et puis j'ai rencontré Charette. Et je l'ai suivi et on a repoussé les Bleus. On les a chassés de Torfou, de Montaigu, de Saint-Fulgent. Et je suis allé prêter main forte à Cholet. Là encore, notre indiscipline nous a coûté cher. Nos chefs n'étaient pas d'accord sur la stratégie à adopter. Ça a été une nouvelle fois la déroute. On a été écrasés.
Au moment même où la reine montait sur l'échafaud, Bonchamp et Delbeno, chef eux aussi, ont été grièvement blessés. Oh, ivres de rage, ont réclamé vengeance et la mort pour nos 5000 prisonniers. Mais Bonchamp, avant de mourir, nous demanda de les gracier. Grâce pour les prisonniers. Et on lui a obéi. On n'aurait pas dû les épargner. Qui étaient donc bêtes sauvages. Méritent pas de vivre. Je sais, Mathurin, je sais. Et je te comprends. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Et on n'oubliera pas. Après, nous avons fui. Sauf qui peut. Fui jusqu'à la Loire. On a profité des basses eaux pour traverser le fleuve. Et avec nous, femmes, enfants, vieillards. La Roche-Jacquelin a décidé d'aller vers le nord chercher du renfort. Enfin, des ordres précis. Condé, Segré, Château-Gontier. Nous, on espérait du renfort. Déjà à Laval. Et là, rien. Aucun homme ne voulait se joindre à nous. On a continué notre virée jusqu'à Granville. On a marché jour et nuit. On était bien trop fatigués d'avoir si longtemps marché. Nos malades, nos blessés qu'on devait laisser sur notre chemin, on les comptait par centaines. Et toujours personne pour nous soutenir et renforcer notre armée. Pas même les Anglais, sur qui on avait nourri tant d'espoir. Une seule idée dans les troupes. Rentrer au pays. Tenaillés par la faim, minés par les coliques. On a rebroussé chemin. Et en repassant par Avranches, on a trouvé tous nos malades massacrés dans les hôpitaux, on les avait laissés. Et les batailles ont repris. Exténués, on est quand même arrivé jusqu'au Mans, le 10 décembre 1793. On n'en pouvait plus. Ça a été une boucherie épouvantable. Sur 40 000 qu'on était, au moins 15 000 sont morts, égorgés, éventrés. Nos femmes, violées, torturées, exécutées, étaient entassées, nues. Et c'est infâme, Westermann, de se réjouir. La grande armée catholique et royale n'existe plus. Et je n'ai aucun prisonnier à me reprocher. Il n'y a même plus de Vendée, j'ai tout exterminé. Depuis, mes nuits sont hantées de cauchemars, peuplées de ces condamnés à mort qu'on entraîne à la Loire et dont j'entends les hurlements et les pleurs. Les cris des enfants qu'on arrache à leur mère. Les râles des vieillards, les sanglots des femmes qu'on maltraite m'empêchent de trouver le sommeil. C'est pire encore ici. Turow et tous les villages à feu et à sang. Au Potiluc, toute la population est rassemblée dans l'église. Massacrés, brûlés, plus de 500, tous morts. Oui. Ces colonnes sont infernales. La terre tremble sous leurs pas. Elles détruisent tout. Elles pillent, volent et violent tout sur leur chemin. Il était parti avec eux. Mon fils est parti avec eux. Mais lui n'est pas revenu. Je le craignais. Je le sentais. Il était parti le cœur brisé, empli de haine. Il avait retrouvé sa femme, la langue taillée et le ventre ouvert portant son enfant, à son retour de la bataille de Saint-Fulgent. Alors il était retourné au combat, la fureur aussi forte que son malheur, pour en tuer le maximum, pour se venger, et pour rencontrer la mort à son tour. Quitter ce cauchemar et retrouver sa bien-aimée. Il me laisse seul avec ses deux petits, seul avec notre désespoir. Que vais-je faire? Qu'allons-nous devenir?
Mes amis, l'abbé Gualando me demande de nous rassembler à la chapelle et d'unir nos... En cette forêt protectrice de Grala, afin de nous recueillir en la mémoire de nos valeureux, victimes de l'impiété révolutionnaire, morts pour notre cause, pour notre foi. Nous voilà réunis pour prier. Pour ceux qui résistent encore à cette folie meurtrière, à cette république qui broie le peuple au nom du peuple, à ce pouvoir qui nous envoie son armée pour nous soumettre à ses idées et à sa religion païenne. Marie vient de voir son enfant. C'est un petit gars. Mais c'est merveilleux. Approche, approche. Comment l'a-t-elle nommé? Fulgent. Oui, c'est ça, Fulgent. Sois le bienvenu, petit Fulgent. Tu es le signe de notre espérance. Henriette, tu seras sa marraine et moi, je vais baptiser cet enfant. Fulgent, ego te baptizo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. Amen. Les hommes pénètrent dans le refuge le 12 juillet 1794. Ils découvrent alors un village pratiquement désert. En fait, lorsque les guetteurs ont donné l'alerte, les occupants des lieux ont fui dans l'épaisseur des bois. Ferrand découvre donc les baraques que l'on vient d'abandonner. Il écrit: Nous avons trouvé des cases ou baraques pour loger près de 2000 personnes. Comment se présente donc ce village? Ses habitants sont tous arrivés dans la précipitation, fuyant les colonnes infernales. Dans un premier temps, il faut d'abord songer à survivre. Beaucoup sont venus au cours des mois de janvier et février 1794. C'est l'hiver. Le plus urgent est donc de trouver un abri. Les premières nuits, la charrette, grossièrement recouverte de toiles de lin, de fagots et de branchages, protège du vent et de la pluie. Les jours suivants, des cabanes plus confortables sont aménagées avec des perches de châtaignier, de la brande, des planches qu'on retourne chercher au village en profitant de la nuit ou de la calme des combats. Dans ces loges, on peut alors se chauffer et mettre vêtements et provisions aussi. Femmes, enfants, vieillards s'affairent. Il faut entretenir les feux, vaquer à la corvée du bois mort, moudre le seigle, cuire le pain, mais aussi nourrir et traire les vaches, renforcer et agrandir les fragiles constructions. Bref, petit à petit, au refuge, une vie différente s'est organisée. Depuis 3 mois, nous vivons au cœur de la forêt, avec le souvenir terrible de ce déchaînement de haine qui s'est abattu sur nous. Cependant ici, nous voulons tous vivre, et vivre selon notre foi. Les paysans, ceux qui ont survécu, ont abandonné pour un temps leurs charrues et sont allés combattre les Bleus. Et leurs femmes et leurs enfants sont venus se réfugier ici dans la forêt, pour survivre. Comment ces femmes, ces enfants et les vieillards qui les accompagnent pourraient-ils résister à des soldats enivrés de haine? Ils les ont vus, ces soldats, mettre le feu à leur métairie en hurlant. Éclairage et chauffage, vivent les feux de joie. L'idée de vengeance semblerait légitime. L'œuvre de mort a été dévastatrice pour les corps et encore plus pour les âmes. On vient de me faire savoir que 20 jeunes gens des Essarts ont été égorgés après qu'ils aient déposé leurs armes. Ce matin, j'ai dit ma messe à leur attention. Nous sommes au temps de Pâques. Au moment du pater, j'ai ressenti un trouble extrême en disant « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » En même temps, j'entendais les paroles du Christ sur la croix. « Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles m'envahissaient de leur exigence, moi, le pasteur au milieu de son troupeau. Notre chemin de croix de cette semaine sainte nous unissait tous secrètement aux souffrances du Christ. Si bien que jamais je n'ai vécu ces jours saints avec autant de désarroi, de déchirement et d'espoir, plaçant mon espérance de chrétien et de prêtre dans la résurrection du Christ. Ici, tous veulent vivre. 2 ou 3 personnes ont été rencontrées et nous ont dit que cette forêt était habitée par des gens de campagne du voisinage,
qui s'y étaient retirés depuis qu'on avait brûlé leur maison, et qu'il y avait parmi eux quelques religieuses et des prêtres, entre autres un prieur, qui disait la messe les fêtes et dimanches. Ce prieur est sans doute le chanoine Gualando. Dans les paroisses du pays de Grala, les prêtres vont vivre des destinées très diverses. Marwalo, vicaire des Beaux-Îles, et Charbonnel de Chauchet prêtent le serment de respecter la constitution civile du clergé. Ce sont des prêtres constitutionnels. La population ne fait pas confiance à ces prêtres et les appelle intrus. En mars 93, Marwalo et Charbonnel sont arrêtés.